Et même la garde communale qui avait fait aussi le tour, le gars que j'ai vu moi partir, prendre la fuite en marche arrière à bord de son véhicule, jamais une mine n'a éclaté. Pourquoi ils ont voulu faire croire que les terrains étaient minés? Je sais de quoi est capable l'armée algérienne. On a voulu faire croire que c'était pas une armée de métier. On a voulu faire croire que c'était une armée pas entraînée, qui n'avait pas les moyens. Et je connais bien l'armée, j'ai travaillé avec l'armée. J'ai passé mon service militaire et je sais de quoi est capable l'armée. En 1994, il y a eu un ratissage et les paras sont descendus avec leurs hélicoptères. Ils sont descendus sur les terrasses des maisons à Bandar. Et je me pose la question pourquoi? Parce que Boufarik, la base militaire de l'aviation, c'est quand même à 10 minutes. Un vol d'oiseau, c'est à 10 minutes de Bandar Boufarik. Et je me demande pourquoi ils n'ont pas fait la même chose. Pourquoi les paras ne sont pas venus nous aider, nous secourir. À l'époque des massacres, Nesrallah n'est pas le seul à se poser cette question. Sur la base militaire de Boufarik, qui se trouve effectivement à moins de 20 km de Bentala, des pilotes d'hélicoptères se demandent eux aussi pourquoi ils n'ont pas reçu l'ordre d'aller secourir les victimes des massacres. Au printemps 98, écœuré par la situation, l'un d'eux s'enfuit en Espagne avec son appareil. De là, il accorde une interview à l'agence Kappa. Là où il y avait des massacres, il n'était pas plus loin que 10 minutes de ma base où j'étais. Si ils pouvaient nous appeler, c'est à 10 minutes et pas moins. 10 minutes, nous serions là. Pour moi, c'est une comment dire, complication, non. C'était une complicité. Une complicité. C'est une complicité. Pourquoi ils ne vous ont pas appelé? Je ne sais pas, c'est à eux de répondre. C'est pas à moi de répondre. À Bentala, il est 2 h du matin. Les militaires n'ont toujours pas bougé. Ils égorgeaient les enfants et ils les jetaient là où vous voyez les déchets. On entendait nos enfants hurler. Ils s'acharnaient. On entendait juste le bruit de la hache sur la dalle. Et quand ils sont repartis, ils ont mis le feu. Ils lançaient des grenades, des bombes, et ceux qui n'égorgeaient pas, ils les capturaient. Ils ont emmené une quarantaine de femmes avec eux. Les assaillants prennent donc le temps d'emmener des femmes et même de piller des maisons. Ils sont d'autant plus tranquilles que ce soir-là, les patriotes de Bentala ont été bizarrement invités à dîner près d'Alger par un militaire du secteur. Sur cette terrasse, les voisins de Nesrallah sont fauchés les uns après les autres à la Kalachnikov. Pour échapper à la mort, lui se jette du 2e étage et se casse la jambe. Mon corps, il était plein de sang. Moi, j'en garde les cicatrices jusqu'à présent. Malgré la douleur, il parvient tant bien que mal devant la maison d'Ahmed Haïtar, son voisin qui parlera à France 3. Au début, ils croyaient que c'était un terroriste. Ils ont commencé à me lancer des pierres et tout. Après, quand j'ai commencé à crier, j'ai dit mon nom et ils m'ont ouvert. Je ne pouvais même plus marcher. Ils m'ont soulevé, ils m'ont fait monter jusqu'à la terrasse en haut. De cette terrasse, Nesrallah est soudain ébloui par des projecteurs qui s'allument dans la zone où sont stationnés les blindés de l'armée. On a vu des projecteurs s'allumer et tout le monde qui était sur la terrasse a commencé à crier une nouvelle fois, les militaires arrivent et les militaires arrivent. Il est quelle heure là? Il est entre 3 h du matin. Et c'est vrai qu'on a vu la réaction des terroristes. Et pendant 5 minutes, ils ne voulaient plus attaquer. Et il y a les émirs qui sont venus en courant, en les insultant, en les menaçant même de continuer leur travail. Ils leur ont dit, en arabe, ils leur ont dit, continuez votre travail le plus calmement possible, les militaires ne viendront jamais. On en déduisait que c'était les émirs parce qu'ils étaient cagoulés. Ils savaient que les militaires n'allaient pas intervenir, ils le savaient. On l'avait compris. Ça nous faisait encore plus peur. C'était trop tard, on était encerclés. Les militaires qui étaient là, qui ne voulaient pas intervenir, encore plus, ils empêchaient les gens de venir intervenir. Parce qu'il y a énormément de patriotes qui sont venus de Baraki, des patriotes qui sont venus de Semar, des policiers qui sont venus de Semar, de partout, d'Al-Harraj. Ils sont venus, ils ont été frappés, chassés par les militaires.
En fait, c'est ce qu'il appelle là les militaires, ce sont les forces spéciales, parce que ce ne sont que les forces spéciales qui peuvent traiter de cette manière d'autres militaires ou policiers ou tout autre homme armé du côté de l'État. Alors si c'était les forces spéciales antiterroristes, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas intervenues? Justement, les forces spéciales, dans ces massacres, leur rôle surtout est de protéger les massacreurs. Ces massacreurs peuvent être leurs collègues, comme peuvent être des islamistes complètement retournés, et qu'on les appelle comme ça, vaguement, les djihad. Vous savez que les massacres, si on prend géographiquement là où il y a eu les massacres, souvent c'est des bastions de l'islamisme, qu'on veut les faire retourner contre leurs convictions et contre leur appartenance politique. Le meilleur moyen, c'est de les terrifier, de les terroriser, de les horrifier et de les faire regretter ce choix. Le massacre s'est-il donc déroulé sous protection militaire? C'est ce que laissent penser d'autres témoignages de survivants. J'ai même entendu un assaillant qui a dit à un autre assaillant « Continue d'égorger, travaille tranquillement, l'armée nous couvre, on a réglé ça ». Le 23 septembre, vers 5 h du matin, les assaillants quittent tranquillement Bentala par le sud, sans être inquiétés. Pourtant, presque au même moment, d'importantes forces de sécurité se déploient dans le secteur, mais pour en interdire l'accès à la presse. Une course contre la montre s'engage pour enterrer le plus vite possible, et loin des objectifs, les cadavres des victimes. Ce matin-là, 2 journalistes algériens travaillant pour l'agence France Presse tentent quand même de faire leur travail. L'un d'eux est photographe, il s'appelle Ossine. Parvenu devant l'école du village, il est bloqué par les forces de sécurité. Il y avait cet interdit de travailler d'un côté et de l'autre côté, il n'y avait pas grand-chose à faire. Les corps ils sont déjà partis et on arrive sur les lieux, on ne trouve que de l'émotion et donc il fallait se diriger carrément vers l'hôpital. L'accès à l'hôpital il était interdit. Nous on pensait, quand on est arrivé, on pensait que c'était uniquement à l'intérieur de l'hôpital qu'on ne pouvait pas accéder, on ne pouvait pas faire des photos. Et même à l'entrée de l'hôpital, il était quasiment interdit de faire des photos. Et moi, quand j'ai vu de loin cette femme en train de s'écrouler comme ça, c'était contre le mur, moi, je ne pouvais pas résister, ne pas faire la photo. La police, ils ont essayé de nous enlever les films. Et après avoir discuté et négocié un petit peu, bon, et la seule condition, c'est qu'on nous a laissé les films, mais c'était de quitter les lieux. Voilà. Quant à l'autre journaliste de l'AFP, il est bloqué dès l'entrée de Baraki. À pied, avec les familles des victimes qui courent derrière les ambulances, il se rend au cimetière de Sidi Rezine, où cette pelleteuse s'active déjà pour enterrer à la va-vite des centaines de cadavres. Sur place, il compte 147 tombes, mais officiellement, il n'y a que 85 morts. Ce jour-là, les seuls journalistes autorisés à parler du massacre sont ceux de la télévision officielle. Voici leur version. Une fois de plus, un crime sauvage vient d'être commis à la faveur de la nuit contre des familles, des femmes et des enfants. Le terrorisme barbare s'est attaqué à eux à coups d'égorgement et de bombes. Selon le rapport des services de sécurité, 85 personnes ont été assassinées et 67 blessées, dont 31 dans un état grave. Cet homme, à gauche de l'image, c'est Yahya Guidoum, le ministre de la Santé. Ce jour-là, il va quasiment justifier le massacre en accusant les habitants de Bentala d'avoir soutenu les terroristes. L'incident n'est pas relaté par la télévision officielle, mais il a bien eu lieu. Témoignage d'un couple d'habitants choqués par les propos du ministre. Le lendemain de la boucherie, le ministre de la Santé est venu, Guidoum. Quelqu'un dont toute la famille avait été tuée lui a dit que les services de sécurité n'étaient même pas intervenus. Mais il lui a répondu « C'est vous qui leur donniez à boire, à manger aux terroristes ».